Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de 20h45 sur Niger 24 que nous débutons avec ce communiqué de presse. Le Bureau exécutif national de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, après examen de la situation qui prévaut au sein de l'école publique nigérienne suite aux revendications des syndicats d'enseignants, notamment l'apurement des arriérés de pécule et salaires et leur paiement à terme échu, l'adoption d'une grille spéciale pour les enseignants, le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique et le paiement des rappels et incidences financières rend public le communiqué de presse dont la teneur suit. 1. Apporte son soutien ferme et indéfectible au noble combat que mène le syndicat national des enseignants du Niger, le syndicat national des agents de la formation professionnelle et technique et le syndicat national des agents de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et des sports, tous trois affiliés à la CDTN au sein de la Convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger pour la défense des intérêts matériels et moraux des enfants et la valorisation de la profession enseignante. 2. Invite le gouvernement à trouver dans les meilleurs délais des solutions durables aux préoccupations des syndicats d'enseignants afin que l'école publique nigérienne retrouve ses lettres de noblesse. 3. Appelle le gouvernement au respect scrupuleux des libertés syndicales et du droit de grève tel que reconnu par le Niger à travers la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail. 4. Invite enfin les deux parties à privilégier le dialogue dans la recherche de solutions aux préoccupations posées. Suivant ce journal, n'est-ce pas, le régime semi-présidentiel au Niger et c'est le thème qui s'est ouvert ce matin, un séminaire organisé par l'Association nigérienne de droit constitutionnaliste avec la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni et la faculté de droit, d'économie et de gestion de Tawa. Objectif, discuter en profondeur du fonctionnement du régime semi-présidentiel. Abari Ousmane. Ce présent séminaire qui réunit des praticiens et théoriciens du droit constitutionnel nigérien de la sous-région et de l'Europe autour du thème le régime semi-présidentiel au Niger a pour but de réfléchir sur l'état de fonctionnement du système semi-présidentiel nigérien et par là partager les bonnes pratiques et expériences étrangères vécues dans le cadre de ce système. Ce séminaire répond à la nécessité pour la NDC d'apporter sa contribution à l'action des différents acteurs dans leur mission de faire régner le droit qui est devenu l'étendard démocratique sans lequel il ne saurait avoir de développement socio-économique dans un État. Il est admis de tous aujourd'hui que l'État démocratique repose sur un jeu institutionnel aux règles transparentes et préalablement établies. Le régime semi-présidentiel, un système consacré par 3 constitutions depuis 1992, dont celle actuelle. Depuis 1992, 3 constitutions du Niger ont consacré le régime semi-présidentiel. Au sortir de la conférence nationale, la constitution adoptée le 12 mai 1992 avait établi un régime semi-présidentiel. C'est sous l'empire de cette constitution qu'a été élu le premier président de la République post-conférence nationale dans un cadre pluraliste. La Troisième République a pris fin le 27 janvier 1996. Un peu plus de 3 ans plus tard, le Nigeria a adopté une nouvelle constitution le 9 août 1999 qui établissait à niveau un régime semi-présidentiel qui va fonctionner pendant 10 ans. Partenaire de l'Association nigérienne de droit constitutionnaliste, la fondation Hans Seidel, par la voix de son représentant régional, a assuré de la disponibilité de sa fondation à accompagner l'ANDC dans sa mission. La fondation ainsi que moi-même, nous encourageons pleinement les travaux de ce séminaire. Nous sommes heureux
de vous soutenir. Durant 3 jours, 11 sous-thèmes seront présentés et soumis à la réflexion des professeurs et chercheurs en vue d'établir un diagnostic sur le fonctionnement du système semi-présidentiel. Relativement à l'arrêté signé par le ministre en charge de l'Intérieur portant création d'un comité élargi de révision des lois électorales et de la Constitution, le juriste maître Larouana Abdourahmane a réagi ce matin en abordant plusieurs points relatifs à la création du dit comité suivi. Signé le 14 octobre dernier par le ministre de l'Intérieur, l'arrêté numéro 0598 portant création d'un comité élargi en vue de réviser certains textes se rapportant à l'organisation des élections au Niger. Il s'agit notamment de la Constitution, la loi organique relative à la Commission électorale nationale indépendante CENI, ainsi que celle portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires. Du point de vue juridique, c'est en principe 6 mois avant les élections générales de 2016 que ces lois électorales devraient être révisées selon Maître Larouana. Et bien avant les élections de 2016 que les lois électorales devraient être révisées, mais pas maintenant après que les élections se sont passées. Et également pour la révision de la Constitution. Là aussi, il y a beaucoup de problèmes qui se sont posés. Mais il ne s'agit pas de réviser pour réviser. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se cacher la vérité. La révision de la Constitution, l'objectif tend à un changement du régime. On veut nous faire passer d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Et lorsque ce cas se passe, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous ne sommes plus dans l'empire du régime semi-présidentiel où Mahamadou Issou a exercé son mandat. Il est en train d'exercer un deuxième. S'il finit, on va passer au régime présidentiel. C'est que nous sommes du coup dans une nouvelle république. Nous sommes du coup dans un nouveau régime. Cela veut dire que, la conséquence, cela veut dire que dès qu'on passe au régime présidentiel, il peut revenir pour se présenter à nouveau, comme un nouveau candidat, comme s'il n'a jamais exercé le pouvoir. De ce point de vue, c'est le gouvernement, normalement, qui fait des projets, des lois. Donc c'est le gouvernement qui peut faire des projets de loi et c'est lui seul qui est compétent. Le ministre étant un membre du gouvernement, je suppose que lorsqu'il a mis ce comité, il va à faire un avant-projet et cet avant-projet-là doit être présenté au gouvernement et c'est en ce temps-là qu'il va être sur la voie légale et réglementaire pour être transmis à l'Assemblée nationale au fin d'être voté. En ce qui concerne la présence de la CENI dans ce comité mis en place, Maître Larouana n'a pas manqué d'apporter quelques précisions. Juridiquement, la présence de la CENI n'a aucune portée du moment où la loi a dit que, en ce qui concerne la révision des lois, c'est le gouvernement qui a l'initiative, donc c'est le gouvernement et son administration. Mais il peut faire appel à des personnes ressources comme la CENI dont vous venez de dire. Et en ce qui concerne la Constitution, c'est le président de la République qui a l'initiative concurremment avec l'Assemblée nationale pour la révision de la Constitution. Donc il appartient à la présidence de la République de composer un comité propre pour la révision de la Constitution. Composé d'une vingtaine de membres, le comité dispose pour ce faire de 3 mois pour déposer ses conclusions. Suite à l'annulation des concours de recrutement des agents au titre du ministère de l'économie et des finances et celui du plan, le secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a tenu cet après-midi un point de presse que je propose de suivre. Vers cette sortie médiatique, le secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative entend apporter des éclaircissements relatifs à l'annulation du concours de recrutement de 452 agents pour le compte du ministère de l'économie et des finances. Il vous souviendra qu'après la proclamation des résultats du concours de recrutement direct
de 452 agents pour le compte du ministère de l'économie et des finances par arrêté 33 du 22 janvier 2016, certains candidats malheureux ont saisi la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ALSIA, par des lettres de plainte pour dénoncer certaines irrégularités qu'ils ont constatées. La ALSIA s'en est donc saisie de ce dossier aux fins d'investigation. À la suite de cette enquête de la ALSIA, il ressort que ce concours était entaché de fraudes massives. Il s'agit notamment des copies non retrouvées, des notes rehaussées par exemple. À ce niveau, il faut préciser que certains candidats ont obtenu une note 0 dans les deux matières, mais se sont retrouvés avec des notes de 17 et 18 sur le PV de délibération. Des anonymats fantaisistes. Autre question évoquée est celle de l'abrogation partielle de celui du ministère du Plan. En ce qui concerne le recrutement direct de 45 agents pour le compte du ministère du Plan, du développement communautaire et de l'aménagement du territoire, la ALSA était parvenue à la conclusion que la fraude a consisté principalement à des falsifications de notes. Compte tenu des manquements graves constatés dans le parachèvement de ces concours, il a été décidé de l'annulation pure et simple de ce concours qui a été matérialisé par l'arrêté du 1586 du 19 octobre 2016. L'abrogation de l'admission de 9 candidats pour le compte du ministère du Plan, du développement communautaire et de l'aménagement du territoire par l'arrêté 1587 du 19 octobre 2016. Enfin, il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas de droit acquis quand il y a fraude dès lors qu'on constate des irrégularités. Il faut annuler. Pour rappel, ces deux concours ont été simultanément annulés le 19 octobre dernier suite à des irrégularités graves lors d'une enquête de la haute autorité de lutte contre la corruption et des infractions assimilées ALSIA. D'ores et déjà, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre des principaux responsables. Le président du Conseil supérieur de la communication a présidé les travaux d'ouverture du colloque régional sur le droit de l'homme, radio et théâtre. Quel mariage d'avenir, autant pour moi, suivi. L'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec des associations des professionnels de la communication du Niger, organise un colloque régional du mercredi au jeudi 27 octobre 2016, qui a pour thème « Droits de l'homme, radio et théâtre, un mariage d'avenir ». L'ouverture de ce colloque a été marquée par plusieurs interventions, dont celle de Diana Senghor, présidente de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest, du président de l'Union européenne et le président du Conseil supérieur de la communication. Le triptyque droits de l'homme, radio et théâtre, les trois éléments vont de pair. Les droits de l'homme, pour reprendre l'heureuse expression de Boutros Ghali, c'est la langue commune de l'humanité. Ainsi, la présidente de l'association des professionnels de la communication APAC Niger et le représentant des radios communautaires du Niger, CN Racom, n'ont pas manqué de souligner l'importance de ce colloque pour le Niger qui est toujours connu en matière de théâtre radiophonique. Le Niger a toujours été un pays de théâtre radiophonique où ce format apparaît comme un moyen efficace de sensibilisation pour rassembler nos communautés autour de valeurs républicaines, démocratiques et citoyennes, tout comme d'autres pratiques culturelles telles que la parenté à plaisanterie. La radio communautaire, puissant outil de développement, est un média de proximité qui contribue quotidiennement et positivement à l'information et à la sensibilisation des communautés rurales autour de leurs préoccupations. Dans cette mission, la radio communautaire se veut un moyen de distraction et à juste titre, nos radios communautaires ont inclus des pièces de théâtre radiophonique, des sketchs qui aident les auditeurs à comprendre les attitudes et les comportements qui façonnent les événements de tous les jours. Rappelons que les participants de ce séminaire régional viennent de plusieurs pays africains, dont le Mali, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Burkina Faso et le Niger.
Édition, et autant pour moi cette fois-ci, culture dans cette édition, le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey a suivi le cadre pour une conférence de presse animée par Alfadi pour informer l'opinion nationale et internationale de la tenue de la 10e édition du Festival international de la mode en Afrique. Suivi. Ces défilés de la mode africaine marquent les préparatifs de la 10e édition du Festival international de la mode en Afrique, FIMA. Objectif de cette conférence de presse, placée sous le thème éducation et industrie pour une Afrique de métissage et de paix. Aujourd'hui, on est ensemble, on est un pays et on parle de quoi? De paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et la ville d'Agadez l'a démontré, ils vont le démontrer. Et le président encore de la République, ce qu'il a fait, c'est que dans la sous-région, vous l'avez vu, c'est que ça se passe partout. Mais le Niger, Machallah, ça continue, on est toujours aimés et c'est nous qui venons en aide pour notre pays. Et je crois qu'il faut dire encore, le fils à la partie. Cette année, nous allons mettre le Maroc comme pays phare, comme pays invité. Parce que le Maroc a toujours été démontré. Ils nous ont appuyés. Cette 10e édition du Festival international de la mode en Afrique, qui coïncidera avec le 58e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, sera célébrée dans la région d'Agadez. Le FIMA est couplé aux cérémonies entrant dans le cadre de Agadez-Sokni. Comme vous le savez, cette année, la région d'Agadez et particulièrement la ville d'Agadez est à l'honneur dans le cadre des fêtes tournantes du 18 décembre. Et donc les festivités qui vont être organisées prennent en compte cette année le FIMA. Et l'autre particularité, c'est l'engagement du gouvernement à travers une convention que nous avons signée avec Alfadi, entrant dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement. Je viens d'arriver au gouvernement. Donc je prends cet événement en cours et je vous assure que c'est en tant que ministre du Tourisme, c'est la meilleure occasion qui puisse m'être donnée pour disons, en tout cas, montrer les potentialités du Niger en matière de tourisme. Parce que il y a très longtemps, le Niger est bien connu dans ce sens, mais il y a encore quelques années, les lampions se sont éteints pratiquement dans ce domaine-là. Initié par Alfadi depuis 1998, le FIMA est aujourd'hui un projet qui aide significativement au développement, favorise le renforcement des liens de coopération, d'amitié et de rapprochement des peuples en Afrique. Autre aspect avant la page internationale, les établissements Tarum situés sur la voie de la francophonie en face de la pharmacie chinoise ont été victimes d'un incendie. Il s'est produit ce matin aux environs de 9h45. On dénombre plusieurs dégâts matériels. Suivez. Cette journée du mercredi 26 octobre constitue une journée noire pour les établissements Tarum. En effet, c'est aux environs de 9h45 qu'un incendie s'est déclaré dans les locaux des établissements Tarum. L'incendie serait parti d'une fuite de gaz qui s'est ensuite propagée. L'incendie a été provoqué par une fuite de gaz. Le gaz servait de la préparation du petit déjeuner au gérant de l'établissement. Et c'est lorsque l'un d'entre eux avait tenté d'allumer le gaz pour le petit déjeuner que la fuite s'est déclenchée. Plus de peur que de mal, l'on ne dénombre aucune perte en vie humaine. Cependant, plusieurs dégâts matériels et 2 blessés qui ont été évacués d'urgence. Alerté par le responsable des établissements Tarum, la compagnie des sapeurs-pompiers du rond-point Lazare, situé à 5 minutes de marche du lieu de l'incendie, a fait comprendre qu'elle ne disposait pas de véhicules pour intervenir. Il a fallu faire appel à la compagnie des sapeurs-pompiers du Nouveau Marché qui, avec les efforts de quelques bonnes volontés sur place, ont pu minimiser les dégâts. Lorsque l'incendie s'est déclaré, j'ai pris mon véhicule pour me rendre chez les sapeurs-pompiers. À mon arrivée, ils m'ont fait comprendre que leur véhicule est en panne. Je me suis rendu alors à la station pour avoir des extincteurs. Et c'est avec ça que nous avons commencé à maîtriser le feu. C'est la lenteur des sapeurs-pompiers qui a aggravé la situation.
Mais, Dieu merci, il n'y a pas de perte en vies humaines. En dehors des 2 blessés qui reçoivent actuellement des soins. Où sont passées alors les nouvelles dotations en camions-citernes et autres matériels acquis par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, PGRCDU, avec le soutien de la Banque mondiale? En tout cas, le spectacle de ce matin, loin d'être un film hollywoodien, doit interpeller à plus d'un titre, notamment sur l'utilisation du gaz domestique. Les principaux ministres des entités fédérées belges ont repris ce matin leur discussion difficile avec le Canada pour trouver une solution à plusieurs aspects qu'ils partagent. Le récit. Les principaux ministres des entités fédérées belges et du gouvernement fédéral ont repris mercredi matin leur difficile discussion pour définir une position unanime sur le traité CETA avec le Canada, que la Belgique entend ensuite défendre face aux 27 autres pays de l'Union européenne. Un représentant de la Commission européenne qui observe avec inquiétude le débat belge qui bloque la signature des 28 avec le Canada est également présent selon le gouvernement belge. Nous avons maintenant un ensemble de textes sur la table qui répondent, je crois, à l'ensemble des préoccupations qui ont été émises. Alors ce que j'aime simplement demander, c'est est-on maintenant d'accord pour dire que tout ce qui est là constitue bien finalement les demandes belges. S'il y a 1 ou 2 points encore complémentaires à apporter, qu'on nous les donne ce matin, parce que je crois qu'après autant de discussions, il doit être possible de produire les derniers textes, parce que ça nous permettrait alors de reprendre des discussions avec nos collègues européens. Alors que l'UE et Ottawa attendent que la Belgique se prononce sur le traité de libre-échange par un oui ou par un non, ils risquent de devoir encore patienter. L'objectif de cette réunion étant de définir la position que la Belgique défendra face aux 27. Rien n'a été conclu hier soir, on n'a pas trouvé d'accord hier soir, mais on continue à discuter, il reste 2 sujets importants. On a beau avancer sur beaucoup de choses, s'il reste 2 sujets essentiels et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, il n'y aura pas de solution. L'UE a décidé à ce stade de ne pas annuler le sommet avec le Canada prévu jeudi à Bruxelles et qui doit sceller formellement l'accord commercial après 7 années de négociations. De l'autre côté, le Parlement de Hong Kong a une nouvelle fois été le théâtre de scènes de chaotique ce mercredi, alors que 2 députés n'ont toujours pas prêté serment suivi. Le Parlement de Hong Kong a une nouvelle fois été le théâtre de scènes de chaos mercredi, alors que 2 nouveaux députés, prônant le divorce d'avec Pékin, n'ont toujours pas prêté serment. Il y a 2 semaines, lors de l'intronisation du Parlement entrant, la prestation de serment des 2 indépendantistes avait été rejetée au motif qu'ils s'étaient drapés dans une bannière proclamant que Hong Kong n'est pas la Chine. Mercredi, devant le Parlement, des milliers de partisans de Pékin ont manifesté, brandissant le drapeau national chinois, qualifiant les 2 députés d'ordures. Oui, je suis chinois. Nous sommes tous chinois. À Hong Kong, tout le monde est chinois. Personne n'a d'autre passeport. On peut avoir un passeport britannique ou américain, mais on est chinois. Les tensions sont fortes dans l'ancienne colonie britannique où de nombreux habitants ont l'impression que Pékin renforce son emprise. Les législatives de septembre ont débouché sur l'élection d'une poignée de candidats demandant une plus grande autonomie vis-à-vis de la Chine, 2 ans après les grandes manifestations pro-démocratie de l'automne 2014. Hong Kong jouit d'une semi-autonomie en vertu du principe « un pays, 2 systèmes » qui avait présidé à sa rétrocession à Pékin en 1997. Mais de nombreux Hongkongais pensent qu'un durcissement de la mainmise chinoise est à l'œuvre. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.